Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. L'an dernier, au moins 315 meurtres et tentatives de meurtre liés au narcotrafic ont été recensés selon la police. Le nombre de trafiquants n'a jamais cessé de prospérer. C'est moi le danger. Les Français pensent à faire appel à l'armée pour intervenir dans les quartiers difficiles. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limite. Quand tu sais tout, tu sais rien. Ces fusillades, ça se passe pas en Amérique du Sud. Ça se passe à Rennes, ça se passe à Poitiers. On a failli crever là-bas. Il s'agit d'une guerre, donc nous avons besoin de moyens exceptionnels. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Le choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix entre une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays. Je suis l'homme qui frappe à la porte. Il est 12h05, vous êtes bien sur Sud Radio avec Perico Légas. Nous allons partager 2 heures d'intense information grâce au soutien technologique de Julien Delmas qui est sur sa console et qui va faire en sorte que cette émission soit un chef-d'œuvre, et grâce au soutien psychologique de Maude Koffler. Heureusement qu'elle est là, parce que quelquefois je balance des informations, c'est déprimant, mais elle me soutient de tout son cœur. N'oubliez pas de m'amener ma petite tisane à midi et demi. Bien sûr, déjà prête. Nous savons à quel point le drame du narcotrafic est devenu un fléau national. Tout le monde s'en empare. Il était temps qu'on s'en rende compte. Comment éradiquer le narcotrafic? On a l'impression que quelquefois il y a de la résignation, mais non. Il y a toujours des solutions. En tout cas, nous avons dans le studio ici le sénateur des Bouches-du-Rhône, Rassemblement National, Stéphane. Pas Rassemblement National. Non, oui. Justement. Oui, il en est plus. À mon avis, il en a trop dit, donc il est plus RL. Bon, donc le sénateur libre et indépendant, républicain bien entendu, Stéphane Ravier, qui lui a des suggestions. Voilà, on va en débattre avec lui, des suggestions pour combattre efficacement le narcotrafic. Marseille a été touché, comme vous le savez. Il n'est pas normal qu'on puisse mourir aujourd'hui, en 2025, quand on a 24 ans, d'une balle perdue, quand on regarde par la fenêtre. On reviendra dans le détail là-dessus. Peut-on accueillir toute la misère du monde? Demandait Michel Rocard en 1991. Eh bien, c'est un débat qui interpelle les chrétiens, à juste titre. Est-ce qu'on peut être à la fois sensible à cette question, rester fidèle aux valeurs de l'évangile et malgré tout tirer le signal d'alarme? Un ouvrage, Jusqu'où peut-on accueillir les migrants, opposé Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras. Quand je dis opposé, c'était un dialogue très constructif. Et Charlotte Dornelas. Eh bien, Charlotte Dornelas sera avec nous dans le studio de 13h à 14h, 1 heure de débat. Voilà. Est-ce que les évangiles et les migrants ouvrent j'allais dire, des perspectives qui nous permettent de les accueillir, ou au contraire, on peut rester chrétien tout en disant qu'il y a des limites à ne pas franchir, accueillir toute la misère du monde, oui, mais jusqu'à un certain point. Tout à fait autre chose, une machine à laver fabriquée en France, en Bretagne, elle serait éternelle. Vous voyez, les voies du Seigneur sont éternelles quelquefois aussi pour les machines à laver. On va se réjouir que le Made in France et de telles performances industrielles, c'est la France qui gagne. Nous allons voir aussi, alors là c'est un cas très particulier, est-ce qu'on peut traiter son patron de salopard impunément? Alors la Cour de cassation a décidé que oui, mais attention, il faut mettre des formes. Je ne vise personne, je sens que Maude Koffler... Il va y avoir des usages excessifs. Je pense que tout à l'heure elle va me faire des allusions qui vont me mettre en difficulté avec ma direction, mais je resterai ferme, même si je reste un homme libre. Et puis Maude Koffler nous parlera surtout d'un retraité, je ne sais pas s'il est marseillais. Un héros. Voilà. Et ben, il a viré les squatters puisque l'État et la République n'ont pas su le faire. Il a su le faire lui-même. Voilà. Et puis on parlera de ce prêtre centenaire qui a dû voir la fermeture de son église à Grenoble et qui s'est battu jusqu'au bout. Vous voyez, donc il y a du religieux, il y a de la foi, il y a de la compassion, il y a des générosités. Ça sera aujourd'hui au thème de cette France dans tous ses états. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Alors, mon humeur, c'est pas une humeur de dog, c'est une humeur de sanglier, parce que et une bonne humeur. La France est dans tous ses états. Il y a aussi ces anecdotes délicieuses qu'il fait bon raconter dans le climat un petit peu délétère que nous vivons. Il s'agit de Gamin. Gamin est un sanglier qui a été recueilli par la famille Pouillet à Crulé, dans le Perche-Ornay, département de l'Orne, près d'Alençon. C'était un petit marcassin qui était blessé. La famille se promenait dans la forêt. Ils ont recueilli le marcassin, ils l'ont élevé. La maman a donné du biberon avec du lait de veau qu'elle avait trouvé en pharmacie. Enfin, la bête a grandi tout simplement et elle est devenue l'animal de la famille. Le sanglier Gamin tout de suite été placé dans un enclos parce que cette famille qui adore les animaux a aussi des chèvres et puis des moutons, des oies, et tout allait pour le mieux jusqu'au jour où il y a eu un contrôle de l'Office français de la biodiversité. Je dis bien l'Office français de la biodiversité, des gens qui sont là pour s'assurer que la biodiversité est préservée.
L'inspecteur voit la présence de ce sanglier, qui est considéré comme un animal non domestiqué. Procédure administrative. Voie judiciaire, tribunal, la famille Pouillet est interpellée en disant mais pourquoi non, tribunal, ça monte au tribunal d'instance le tribunal de justice d'Alençon qui décide qu'effectivement la présence de ce sanglier est illégale, qu'elle n'est pas conforme aux normes et décide d'euthanasier ce sanglier. Donc la famille Pouillet décide de se battre, on continue la procédure, ça va jusqu'en cassation. Vous vous rendez compte pardon, pas en cassation. Cassation, c'est autre chose. Ça sera pour l'Église. Ça va jusqu'en cour d'appel. Et figurez-vous qu'à l'instant, ça vient de tomber. La cour d'appel de Caen vient de considérer qu'effectivement, il y aura 500 € d'amende parce que ce sanglier n'avait pas à être détenu, mais qu'il n'aura pas à être euthanasié. Gamin est donc sauvé. Voilà, la cour d'appel de Caen a sauvé Gamin, le sanglier pourra se racheter. Ce que je comprends pas, c'est que on se bat pour la biodiversité, pour laisser des loups dans le Mercantour, des ours dans les Pyrénées, avec les dégâts et le ravage que ça fait sur les troupeaux de moutons, ça c'est très bien. On se bat, on a les écologistes qui font rempart pour dire il faut maintenir. Et là, il y a une pauvre famille qui a un sanglier et on demande d'euthanasier le sanglier. Grâce au ciel, la justice française et la cour d'appel de Caen a donné raison. Moi, j'ai connu la situation dans ma commune d'Azelridon en Indre-et-Loire. Elle s'appelait Églantine, elle avait été recueillie de la même façon par monsieur Jacquet, qui était le patron du Grand Monarque. Elle a grandi avec les animaux, avec les teckels. Quand elle traversait le village, les gendarmes arrêtaient la circulation pour laisser traverser le chien avec le sanglier. Le seul problème, c'est qu'un jour, elle est montée dans la voiture de touristes belges, qui était la même voiture que son maître. Impossible de la faire descendre. Donc les touristes belges sont restés 48 heures de plus à l'hôtel parce que Églantine ne voulait pas descendre. Du coup, on l'a trouvé un très très joli enclos dans Azelridon, qui ensuite est devenu le siège de la Banque Populaire. Vous voyez, donc voilà, un sanglier peut être aujourd'hui apprivoisé et ils font beaucoup moins le sanglier apprivoisé fait beaucoup moins de mal que d'autres espèces. Enfin, on est heureux pour Gamin. Gamin est vivant et il restera accrulé dans le Perche avec la famille Pouillet. Allez, rien à voir. Comment éradiquer le narcotrafic? On en parle dans un instant avec le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, qui est avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. 3,7 millions de consommateurs, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Rien à voir avec le succès du Beaujolais Nouveau Péricot. Ces chiffres, ce sont ceux du narcotrafic en France. Comment lutter contre un tel marché en pleine expansion, un marché qui tue? Les bourgeois des centres-villes, comme dit Emmanuel Macron, sont-ils vraiment les principaux investisseurs de ce narcotrafic? À qui la faute en réalité? On en parle avec le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Ravier, merci d'être sur Sud Radio dans ce studio. Vous vous souvenez de Samia Ghali qui avait suggéré à un moment donné que l'armée descende dans la rue à Marseille. Ça avait fait scandale. Et puis finalement, l'armée n'est pas descendue. Par contre, le narcotrafic se porte très bien. On connaît les tragédies. La famille Kezassi a été touchée. Brahim en un premier temps. Mehdi récemment. Cette jeune fille de 24 ans qui a été tuée par une balle perdue en étant à sa fenêtre. Vous qui êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, vous connaissez bien. Je crois que le drame se passait dans la cité Saint-Is, dans le 10e. C'est un secteur que vous connaissez bien. On voit toutes les autorités de l'État jusqu'au sommet de la République dire qu'il faut se mobiliser, on n'en voit pas grand-chose. Est-ce que vous considérez qu'il y a vraiment des moyens, peut-être douloureux, peut-être courageux, à prendre pour éradiquer le narcotrafic? Écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas, tous ceux qui sont responsables de la situation se sont tous précipités autour de Monsieur Kezassi et de sa mère à l'occasion de cette marche blanche. Amine pour être sur la photo. Ils ont, comme moi, présenté leurs condoléances, mais eux auraient dû aussi présenter leurs excuses. Parce que de Monsieur Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, qui avait, recadré les magistrats marseillais, qui l'année dernière faisait savoir qu'à Marseille, on était en état de mexicanisation du stup. Expression reprise par le ministre de l'Intérieur. Pardon ? Expression reprise par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'était fait tacler aussi pour arriver qu'on était en mexicanisation. Et Monsieur Dupond-Moretti d'ajouter que les magistrats marseillais faisaient le jeu du RN. Et il a eu le culot de venir montrer son visage à cette marche blanche, comme Benoît Payan, le maire de Marseille, qui est évidemment un animal à sang-froid, qui ne rougit jamais d'avoir eu un discours, puis de tenir un discours radicalement indifférent aujourd'hui. Peut-être que le narcotrafic n'est qu'un ressenti.
ironie Peut-être que c'est oui, que c'est un ressenti, que c'est un sentiment. Voilà, un sentiment. Lors de la précédente mandature au conseil municipal, lorsque j'alertais, et pas la première fois, sur la situation qui avait déjà largement dégénéré, qu'il fallait plus de policiers, qu'il fallait des moyens pour la justice, etc. Je me souviens du conseiller municipal Benoît Payan qui nous faisait savoir qu'il ne s'agissait que d'un problème social, qu'il fallait plus de présence de pouvoir public ou d'équipement public. Il fallait des gymnases, il fallait des écoles. Voilà la réponse de Benoît Payan il y a une poignée d'années. Et maintenant, aujourd'hui, il fait l'éloge. Pourquoi pas? Mais c'est pas la base du problème. Il est vêtu de costume bleu marine désormais. Il vante et il a raison de le faire. Il vante l'action de la police. Il est minuit moins une. Il était temps. On nous dit que l'assassinat, qui n'est pas une balle perdue, mais l'assassinat du jeune Kessassi pour intimider son frère. Jeune fille à la balle perdue de 24 ans. C'était Sokaina, c'était une balle perdue. Brahim Kessassi, lui, il faisait partie du réseau. Il a été assassiné. Tandis que le jeune frère, lui, c'est par intimidation, pour intimider son frère, qui lui est assez actif via son association. Bon, donc c'est une mexicanisation, c'est la DZ Mafia, DZ qui veut dire Algérie. Hein. Je dis ça parce que les responsables politiques se refusent encore aujourd'hui d'évoquer le problème central qu'est la politique d'immigration en général et dans le stup en particulier. Donc ils s'interdisent d'y apporter une réponse efficace. Eh bien, la réalité c'est celle-là, c'est que maintenant la situation a complètement dégénéré et que la classe politique, qui l'a nié pendant des dizaines d'années, aujourd'hui vient nous faire la leçon. Alors qu'ils nous fassent la leçon, tant mieux, mais que l'on passe du constat, que l'on partage tous à Marseille depuis bien longtemps, aux actes. Parce qu'il ne suffit pas de parler de narcotrafiquants et de narcoterrorisme. Je crois que j'étais le premier à utiliser ce terme, parce que dans les cités, ils font régner la terreur. Là, c'est le cas. C'est le cas, là. Oui, mais je dirais que... Écoutez, ils ont découvert l'humidité de l'eau. Ils ont découvert qu'il faisait jour à midi. Bon, mais maintenant, il va falloir prendre des mesures dans tous les domaines. Le constat, parce qu'on nous dit que c'est un tournant, l'assassinat du jeune Kessassi, mais il y avait déjà eu un tournant l'année dernière, quand un jeune de 14 ans avait été recruté par un narcotrafiquant qui était en prison pour assassiner un concurrent. Bon, il y avait déjà eu un tournant quelques mois avant, lorsqu'il y avait eu 3 règlements de compte dans la nuit. Donc, vous voyez, de tournant en tournant, eh bien, je dirais la classe politique a fait une sortie de route. Bon, eh bien maintenant qu'elle a repris la route, qu'elle a repris le chemin de la vérité exprimée, il faut désormais des actes. Alors il y a 2 axes, monsieur le sénateur. Il y a peut-être une gauche qui a peur des conclusions de ce développement du narcotrafic, puisqu'il y aurait des conclusions à tirer dans le sens de ce que vous avez dit par rapport à l'immigration, l'insécurité. Et puis il y a le reste de la classe politique, celle qui a gouverné la France. Quel est le problème? Ils sont dans une résignation peureuse, ils ont peur de prendre des mesures compliquées, ou ils culpabilisent de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et maintenant ils considèrent que c'est trop tard? S'ils culpabilisaient, ils auraient peut-être l'idée de démissionner, parce qu'ils ont échoué non seulement dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines. Donc la réalité, c'est qu'ils savent maintenant qu'en face, la DZ Mafia, ce sont des individus, c'est une organisation mafieuse, prête à tout, y compris à assassiner le frère de quelqu'un qui est investi dans l'associatif, à qui le tour? Peut-être qu'ils se sentent menacés désormais. Après avoir tué un innocent comme ça, peut-être que le prochain, ça sera un maire, un préfet, un député, un sénateur. Ou un sénateur. Bon, mais moi, je suis conscient de la situation, et depuis très longtemps. Stéphane Ravier, concrètement, est-ce que si vous étiez aux affaires, comme on dit, si vous étiez en situation, ou si on vous consultait pour prendre des mesures efficaces, est-ce qu'il y en a 1, 2 ou 3 à prendre d'urgence pour au moins en un premier temps, on ne va pas résoudre en un jour, mais est-ce que déjà qu'il y aurait quelque chose en termes d'ordre public, ou au niveau, j'allais dire, administratif, ou au niveau judiciaire, à prendre tout de suite, même si c'est une loi d'exception, pour régler le problème de cette ville qu'on aime tant et qui est en train de virer au cauchemar? Il faut reprendre tous les maillons de la chaîne, y compris celui de la prévention qui n'a jamais été évoqué. Donnez-moi le premier maillon sur lequel... écoutez, c'est l'immigration. Voilà, il faut stopper l'immigration et il faut se débarrasser de 50% des petites mains qui sont dans le trafic. 50% des petites mains, ce sont des clandestins. Comment on s'y prend? Il faut tordre le bras. Qu'est-ce que la loi autorise? Il faut tordre le bras des pays dont ils sont originaires, que ce soit l'Algérie, certaines parties viennent
pas que de l'Algérie, mais en tout cas de tous les autres pays qui ne veulent pas nous délivrer des laissez-passer consulaires. Il faut leur tordre le bras. Retailleau avec le gouvernement algérien. Il faut leur tordre le bras en leur faisant savoir que les transferts d'argent de leurs ressortissants qui travaillent chez nous légalement, c'est terminé. Il faut leur faire savoir que le regroupement familial, c'est terminé, que les visas, c'est terminé. Que les étudiants, c'est terminé. Nous avons les moyens d'engager un bras de fer. Faut-il avoir le courage de le faire? Il faut des moyens humains dans la police, dans la justice. Mais il faut surtout avoir une volonté politique. Il faut surtout avoir le courage d'engager le bras de fer, sinon nous continuerons à subir. Et il faut voir ce que l'on voit, hein, comme disait l'autre, il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit, mais il faut avoir le courage aussi de voir ce que l'on voit. Et quand on refuse de voir l'élément central qu'est la politique d'immigration dans ce domaine, on s'interdit d'avoir des résultats. Je faisais tout à l'heure allusion à Samia Ghali, quand une sénatrice socialiste suggérait qu'on fasse venir l'armée, qu'on fasse descendre l'armée dans la rue, c'est un symbole ou la présence quand même des forces de l'ordre, j'allais dire, très armées, pourrait à un moment donné dissuader sur certains territoires. C'était un opportunisme, hein. 48 heures après, nous faisait savoir qu'en réalité c'est parce qu'il manquait des logements sociaux, parce qu'il manquait des gymnases, parce que les écoles étaient délabrées, etc. Vous chassez le naturel socialiste, il revient très vite au galop. La réalité c'est que oui, il faut les moyens militaires, mais pas encore tout à fait en France métropolitaine. Mais là, d'où part la coque? Voilà, on sait que ça passe par les Antilles françaises, et là nous avons les moyens, et il faut mettre les moyens militaires. En France, il faut donner les moyens humains, et je dirais, pas psychologiques, mais il faut libérer la police. Elle est incarcérée, la police. Elle sait où agir, envers qui, à quel endroit, elle les connaît par cœur. Elle connaît par cœur le terrain. Moi, j'ai fait plusieurs, je dirais, pas descentes, mais visites avec des policiers dans plusieurs cités. Ils me disent, monsieur le sénateur, mais le chouf, il est là, la nourrice, elle est là. Lui, on l'a arrêté 3 fois, on va pas tarder à l'arrêter une 4e. On sait que la coque arrive par là. Ils connaissent tous les circuits et tous les individus parce qu'ils les ont arrêtés au moins une fois. Et bien, justement, ceux qui sont clandestins, quand on dit qu'il manque de policiers, celui qui est arrêté comme simple chouf ou comme vendeur, lorsqu'on aura la possibilité de l'expulser, il ne reviendra plus 10 fois au commissariat. Vous voyez, on va gagner du temps et on aura peut-être moins besoin d'engager de nouveaux policiers puisqu'ils seront beaucoup plus efficaces car libérés de leur carcan administratif, tant au niveau de remplir des dossiers et de pouvoir ou pas les expulser. Stéphane Ravier, au-delà du narcotrafic, des règlements de compte, il y a la violence gratuite dont a été victime Laurent. Vous avez diffusé les images de son visage, victime de multiples fractures au nez, à la pommette, hémorragie sous-durale, traumatisme crânien. Laurent a 53 ans, il a été roué de coups par 3 individus alors qu'il promenait son chien derrière l'hôtel de ville de Marseille. Oui. Ça aussi, c'est une constante à Marseille. À 50 mètres du bureau de Benoît Payan, mais là aussi, il va nous dire que c'est un sentiment. Hein, donc la réalité, c'est celle-là, c'est que vous promenez à 7h du matin, quasiment sur le vieux port de Marseille, le quartier du Panier, qui est l'épicentre du tourisme à Marseille, et vous faites massacrer par 3 individus dont on me dit qu'ils sont d'origine nord-africaine. Bon, puisqu'on parle vrai ici, ouais, moi donc je parle vrai, je vous donne une information, c'est un scoop. Les mêmes causes finalement que le narcotrafic, si on... écoutez, manifestement, la politique d'immigration, dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais 67% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Et on ne compte pas les binationaux. Pas les binationaux. Bon, donc tout le monde, moi je veux bien... certains se refusent à voir l'éléphant dans le couloir, mais les Marseillais le voient et ils le subissent. Vous vous souvenez de la scène de French Connection, Gene Hackman qui court le long des quais du port de Marseille, il passe devant la mairie, il poursuit, et Eduardo Frei, qui est le chef justement des narcotrafiquants, est sur son bateau, il finit par l'abattre quand même, c'est la fin du film, il finit par l'avoir. On espère qu'un jour peut-être il y aura un Gene Hackman qui sera là, politique, policier, administratif, pour que ce fléau qui salit la République, qui abîme la France et qui détruit l'image de cette merveilleuse ville qu'est Marseille, de cette société. Et pas que de notre ville, pardonnez-moi. Bien sûr, mais Marseille est un symbole. L'ensemble du pays, mais Marseille, c'est quand même... L'histoire de Marseille est ancienne et complexe, on sait que on connaît cette réalité. Peut-être un jour cette ville aura-t-elle le droit de retrouver la paix et la sérénité que la belle Provence et que le monde méditerranéen lui promet. Merci Stéphane Ravier, merci à vous qui nous écoutez. Restez bien avec nous jusqu'à 14h, la France dans tous ses états, et appelez-nous au 0826 300 300, on est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne ?
Bon, Perico, si vous croisez Patrick Roger, le directeur de Sud Radio, on est entre nous, et que pour une raison ou pour une autre, vous vous disputez, sachez que vous avez désormais le droit d'insulter votre patron sans être licencié. Ma chère Maude, je ne profiterai pas de votre suggestion pour vérifier l'information. Voilà, le respect que nous inspire Patrick Roger éloigne de nous toute tentation de le traiter de quoi que ce soit. Mais pourtant, il y a eu un cas traité. Voilà, c'est un entraîneur de football qui était affecté à un centre de formation. Et puis son directeur lui dit finalement, tu seras pas ou vous serez pas affecté au centre de formation. Vous serez mis dans une fonction subsidiaire. Vous serez pas avec l'équipe première, mais avec une formation secondaire. Donc il s'est énervé, ça s'est mal passé, ça lui a pas plu du tout. Et dans la conversation, il a dit il a utilisé du terme c'est un comportement de salopard. Voilà. Le directeur général avait enregistré à l'insu du salarié cette expression. Il s'en est suivi une procédure de licenciement. Ils ont accusé de faute grave. Il a accusé de faute grave. Il a mis un terme au CDD qui a été dénoncé et donc le collaborateur, l'entraîneur, a été mis à pied. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'est pas laissé faire. Prud'homme, tribunal. Cour d'appel, et la cour d'appel donne partiellement raison au salarié en disant oui, il y a pas faute grave puisque l'expression telle qu'elle n'a pas été diffusée sur le public, c'était une conversation privée qu'en plus qui a été enregistrée à son insu, donc on considère qu'il n'y a pas faute grave. Donc ça monte à la Cour de cassation parce qu'évidemment la direction générale de l'équipe de foot considère qu'elle veut quand même se débarrasser du salarié. Ça monte à la Cour de cassation et la Cour de cassation confirme que l'appréciation de la Cour d'appel est fondée dans la mesure où c'était resté confidentiel et enregistré à son insu. Eh bien, il n'y a pas faute grave. Attention, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de traiter votre patron de salopard ou de connard, de l'injurier. L'injure est quand même sanctionnée, mais c'est une faute réelle. J'allais dire, c'est une faute simple. Et si les dirigeants de cette société avaient mis un terme au CDD de cet entraîneur pour faute réelle, vous voyez les subtilités du droit français, eh bien, à la rigueur, ça passait. Mais ils ont invoqué une formule qui ne correspond pas à la réalité, la faute grave, et donc, le CDD n'a pas été annulé. Et donc, on peut donc traiter. Alors, il ne faut pas traiter son patron de salopard, ni de connard. Voilà, c'est pas bien. Et si ça se passe, il faut que ce soit évidemment tout à fait confidentiel, n'est-ce pas? Bien Quand sûr. vous me traitez de vieux schnock de temps en temps, quelquefois, mais ça reste entre nous. Je ne vous dis rien. Voilà. Enfin, voilà où on en est. Ça, c'est fini comme ça. Donc, attention aux subtilités du droit français. Une histoire moins drôle cette fois, Perico. On vous parlait des églises détruites, vandalisées, mais on parle si peu des églises à vendre. Oui. Ça se passe à Grenoble, c'est l'église Saint-Luc qui a été mise en vente par le diocèse pour des raisons financières. Alors, rappelons quelque chose de très important pour comprendre. En 1905, il y a eu, après la loi de séparation de l'église et de l'État, une confiscation par l'État des biens du clergé. Donc tout ce qui est avant 1905, et grâce au ciel, ce sont nos cathédrales et tous les monuments historiques qui coûtent très cher à entretenir, c'est aux frais de l'État. En revanche, tous les bâtiments qui ont été construits par l'église, par les églises en général, ça peut être un temple, une mosquée, une synagogue, mais enfin tout ce qui a été construit après 1905 pour ce qui est des églises appartient à l'église catholique. Cette église Saint-Luc nécessitait des frais d'entretien qui n'étaient pas compatibles avec les deniers du culte, et donc le diocèse de Grenoble a décidé de s'en séparer. La dernière messe a eu lieu dimanche dernier, 23 novembre, célébrée par le père Francis Verstraet, 100 ans, un prêtre centenaire. Tous les fidèles pleuraient, ils sont venus autour de lui, ils riaient, ils disaient bon voilà, c'est triste, c'est un sanctuaire, une église, c'est un endroit de rassemblement, c'est là où ils se réunissaient, un instant de civilisation pour ces chrétiens qui aimaient retrouver ce prêtre centenaire. Voilà une figure, un sanctuaire avec un vénérable prêtre au bout de 100 ans de dévotion à l'église. Eh bien, il n'y aura plus de messe à l'église Saint-Luc à Grenoble, et le prêtre certainement va rejoindre une retraite dans un autre forme de sanctuaire. C'est triste comme histoire parce que dans le Loiret, une commune qui s'appelle La Chapelle-sur-Aveyron, eh bien, même problème, il y avait une église qui devait être détruite et vendue. Eh bien, grâce à la donation de monsieur Raymond Landy, nonagénaire, 91 ans, il a fait don d'1 million à la paroisse et au diocèse, et ils ont pu sauver l'église de La Chapelle-sur-Aveyron. Donc, voyez, 1 million d'euros pour sauver un saint édifice, c'est une somme conséquente. Les vieux du Seigneur sont respectables, le curé centenaire et le nonagénaire donateur. Eh bien, on voit bien que quelquefois la providence est là pour sauver les monuments du culte, et on s'en réjouit dans une France où les valeurs religieuses sont pas toujours respectées. Foutez-moi le camp.
Alors, Maud, vous nous avez trouvé un héros. Et notre héros a 78 ans. Son histoire a été relayée par Le Parisien qui ne donne pas son nom pour le protéger, alors appelons-le Robert. Depuis quelques temps, Robert met sa résidence principale en location sur Airbnb pour financer ses travaux de rénovation. Sa maison est située à Romainville en Seine-Saint-Denis. Et cet été, une femme, Amandine, décide de la louer pour 3 nuits. Jusque-là, tout est normal. 10 jours plus tard, Amandine et son compagnon débarquent sur une moto rutilante, très bien habillée, aimable, bref, rien de suspect. Mais 3 jours plus tard, au moment de quitter les lieux, le couple appelle Robert et il lui dit texto: écoutez, ça va pas vous plaire, c'est pas contre vous, mais on a changé toutes les serrures, pris un abonnement énergie à notre nom, on va rester. C'est quand même assez particulier de prévenir le propriétaire de cette façon. C'est d'autant que Robert, qui je le rappelle a 78 ans, vient immédiatement constater que les serrures de la maison ont bel et bien été changées. Alors il file porter plainte contre X pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Et de retour devant sa maison, il profite du passage d'un des squatteurs pour coincer le portail et le confronter jusqu'à l'arrivée de la police. C'est grâce à sa carte d'identité que Robert a pu prouver qu'il s'agissait de sa maison. Il a donc été autorisé à y entrer pour constater que ses papiers et effets personnels avaient disparu. Quant aux squatteurs, ils roulaient dans une voiture volée. Ils ont été interpellés. Pour se protéger d'un nouveau squat, Robert a dépensé 3 500 € pour changer ses serrures, une somme en partie remboursée par Airbnb. Il a également fait installer un système d'alarme. Mais il faut savoir que ce genre d'histoire, d'abord, est loin d'être isolé et que la plupart des propriétaires ne parviennent jamais à récupérer leurs biens. Là, on peut dire que Robert a eu du cran et de la chance parce que ça aurait pu mal finir. Oui, c'est quand même ces problèmes de squat. Alors, on n'est pas sur l'échelle du narcotrafic, qui est un véritable fléau national, mais enfin, le squat provoque aujourd'hui des tragédies épouvantables, en général au détriment de personnes âgées qui sont pas au courant de la loi. Si vous tombez sur quelqu'un d'un petit peu énergique qui décide de faire la justice lui-même, il tombe tout de suite sous le coup de la loi. Ouais, la c'est lui qui est fautif, ouais. Mais on ne compte plus les situations où c'est le squatteur qui est victime. On a vu des émissions de télévision, des documentaires. L'appartement est ravagé, la maison est en un délabrement total. En plus, comme ils savent qu'ils sont pas chez eux et que les squatteurs se doutent qu'à un moment donné ils vont être expulsés, donc ils cassent tout et que le jour où ils partent, évidemment, c'est le délabrement total. Je ne vous parle pas des frais de procédure, de l'énergie, du stress, des gens qui ont besoin de cet argent pour vivre. Vous avez des retraités qui ont travaillé toute leur vie pour économiser, pour avoir une petite bicoque, voyez, qui est à la campagne. Surtout que la législation est quand même très particulière. Si le squatter s'introduit chez vous, qu'il peut au bout de 5-6 jours, je crois qu'il y a un délai précis, et qu'il arrive à faire mettre la facture d'électricité, parce que les organismes électriques, il suffit de leur envoyer un courrier recommandé, ils vous mettent à votre nom, vous arrivez en disant non, ou même j'ai vu pire. Un bon de livraison, voyez, vous faites livrer un matelas ou des bouteilles d'eau minérale à votre nom, dans une adresse que vous avez squattée. Vous pouvez produire ce document pour dire, je suis chez moi. Preuve. Et là, on rentre dans une situation. Alors, le mois d'hiver, il se passe rien. Et le temps que la procédure se mette en place. Donc, effectivement, je suis désolé de dire à nos législateurs et au pouvoir public, à un moment donné, quand on est coincé, on fait ça. Je dis pas que c'est bien. Je dis, mais je comprends qu'à un moment donné, on soit exaspéré, qu'on soit harassé et qu'on fasse la police soi-même. Je connais beaucoup de cas où ça s'est passé de façon efficace, un petit peu brutale. Les squatteurs n'ont pas porté plainte parce qu'on leur a fait comprendre que s'ils portaient plainte, ça serait pire. Je n'encourage pas du tout à cette procédure. Ce qu'on voudrait, c'est que les procédures légales, que la police, que les autorités, tout simplement que l'autorité républicaine s'applique pour tout le monde. Et lorsqu'on est propriétaire de sa maison et qu'elle est squattée, qu'elle est détournée, c'est un vol provisoire, on puisse avoir droit à une justice qui rétablisse l'ordre. Ma chère Maud, on va parler, vous voyez, c'est un peu triste. On termine avec un classique de nos soirées endiablées. Mais vous étiez pas né. Et pourtant. Mais oui, Albert Cassabi nous a quittés. Julien, est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit son d'Albert Cassabi? Franchement, on était obligé d'en parler. Écoutez, j'étais sur le point de vous prendre, intemporel. ma chère Maud, faire une petite danse là, mais je ne sais pas si la configuration du studio le permet. Prochaine fois, mais Julien, tu nous organises ça la prochaine fois, parce que j'ai envie de danser. Ce qui est génial, Perico, d'abord, c'est bien d'en parler, parce qu'honnêtement, c'est quand même une figure de la chanson française, quoi qu'on en pense. Et puis parce qu'en fait, aujourd'hui encore, on écoute ces chansons. Celle-là en particulier, Perico. Est-ce que vous pouvez me dire, je vais demander à Jean-Marie Bourdry, qui est spécialiste, s'il m'entend, c'est quoi comme danse? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est comme danse? C'est un rock, c'est un rock là. Julien?
On est sur un rock. Qu'est-ce que c'est comme danse? Je suis vraiment pas le mieux placé pour vous donner ça. Écoutez, chers auditeurs de Radio Classique, de Sud Radio. Voilà, vous appelez Emmanuel Galasso qui va vous prendre votre appel au 0826 300 300. Alors, je ne sais pas si je peux vous donner quelque chose en récompense. Si vous me donnez, moi je le connais, le nom de cette danse, mais je voudrais savoir si on la connaît. Est-ce qu'à notre direction, est-ce que Monsieur Patrick Roger, qui est un homme très très bien, que je respecte profondément, est-ce que Jean-Marie Bordery peut venir dans le studio, où tous nos collaborateurs de Sud Radio, nous dire quel est le nom de cette danse que chantait avec entrain Albert Cassalis? C'est toute mon enfance. Vous voyez, j'étais... C'est toute votre enfance? Oui, c'est toute mon enfance. La fin de mon enfance, début de mon adolescence. Mais je me souviens quand j'avais 5-6 ans, c'est ce qu'on entend. Ben oui, moi je suis né en 59, ma chère Maud. Qu'est-ce que vous voulez, je commence à dater. Hein, je suis d'un grand millésime, 59. Voilà. Jean-Marie Bordery, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette danse? Ah là là, Jean-Marie Bordery qui est pris sur le vif, qui entre dans le studio, voilà, qui va s'asseoir avec son ballon de rugby. Quel est le Mais type qu'est-ce de que... danse? Le twist? J'y pensais. Bravo. On n'a pas un buzzer. Merci à vous. Merci Jean-Marie Bordery d'être passé par là. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup pour cette période cette information. Bon allez, vous restez bien avec nous. Dans un instant, on parlera d'Albert. Albert est un lave-vaisselle et c'est un lave-vaisselle qui peut durer des décennies. On en parle dans un instant avec son fondateur Martin Akpil. Et si vous souhaitez nous appeler, 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Connaissez-vous Albert? Albert est un lave-vaisselle conçu pour durer plus de 20 ans, réparable, évolutif, et c'est assez inédit quand on sait la facilité avec laquelle on jette notre électroménager aujourd'hui. Albert est écolo et vous fait faire des économies, et en plus, vous l'aurez compris, Albert est français. Nous recevons son papa en quelque sorte, le fondateur et patron de l'entreprise Ever, Martin Akpil. Bonjour. Bonjour. Bonjour Martin Akpil. Donc le siège de la société est à Vannes. Enfin, disons l'endroit où sont produits ce miraculeux lave-vaisselle. Martin Akpil, vous êtes le héros du jour parce que d'abord vous êtes sur tous les médias. Vous êtes devenu une personnalité nationale. En général, on reçoit des gens qui nous annoncent des tragédies ou qui nous disent l'impuissance de l'État ou l'angoisse de la République face à des fléaux qui nous submergent. Et là, vous arrivez avec une nouvelle révolutionnaire, parce qu'on sait très bien que, j'allais dire, l'économie des biens de consommation et dans l'univers de l'électroménager, c'est cassé, on jette, on en rachète un autre. Ça n'a pas encore touché la voiture, mais il y a presque des voitures, on dirait, vous la mettez de côté, vous allez en acheter une autre. Et donc la fameuse obsolescence, qui est à l'origine de nos tragédies environnementales. Hein, voilà. Et vous arrivez, vous dites, mais pas du tout. On va créer un lave-vaisselle. Alors, non pas que je disais, comme je parlais de religion, il n'est pas immortel, il n'est pas éternel, mais en tout cas, il a une pérennité, il a une durabilité intrinsèque à sa conception. Quel est le miracle de Albert? Alors, Albert, pourquoi Albert déjà? Pourquoi ce prénom? C'est un pied de nez face à la concurrence. La concurrence ont des noms, mais non mémorisables. C'est des enchaînements de chiffres et de lettres. Voilà. Personne ne mémorise les noms de modèles de lave-vaisselle. Et nous, on voulait faire un pied de nez. Albert, c'est facile à mémoriser. Et quand vous achetez Albert, c'est Albert qui vient dans votre cuisine. D'accord, vous auriez pu faire HTX 233 ou VRMS 986 L218 modèle 14. Voilà, comme ça, parce que comme ça, on en produit un nouveau tous les ans. Et puis les pièces de rechange, non, on les a plus. Là, c'est Albert. Voilà, c'est Albert, champion du monde de l'indice de réparabilité. On peut faire cocorico, on a 10 sur 10, donc on a battu nos amis allemands, les marques allemandes, donc ça c'est une fierté. On a cassé cette logique de boîte noire où on a l'impression qu'il faut être soit MacGyver, soit avoir un docteur en physique pour se lancer dans la réparation. Alors Martin Akpil, c'est là où le terme ingénieur, on se rend compte qu'il y a le mot génie dans l'ingénieur. Vous êtes d'accord? Ingénierie, ingénieur. Quel est l'ingénieur qui a conçu ce lave-vaisselle, cette machine à laver la vaisselle? On est d'accord, c'est du métal avec de l'électricité, il y a de l'eau qui rentre et qui sort. Et pourtant, si elle est usée ou fatiguée, on remplace la pièce défectueuse, tout simplement. C'est ça. Tout est fait pour être très facilement réparé en quelques minutes seulement. Quelqu'un de non bricoleur, sans avoir d'outils spécifiques. On en a marre d'avoir besoin le tournevis Torx 5 lobes à téton que personne n'a chez soi. Pardon, voilà. C'est quand même le spécialiste qui vient réparer ou c'est l'usager lui-même qui peut déjà faire les premiers soins? L'usager peut faire les premiers soins. On a vraiment construit cette architecture de type Lego. Voilà, en quelques minutes, quelqu'un de non bricoleur peut se lancer. Et puis ça facilite la vie aussi aux réparateurs des réseaux. Au lieu de faire 2 allers-retours, un pour le diagnostic et un autre pour revenir avec la bonne pièce détachée. Avec sa besace, il a déjà toutes les pièces détachées
lors de la première visite et il fait le changement de pièce lors du diagnostic. Alors, c'est un brevet Ever ou c'est une technologie assez classique qui existe dans les grandes sociétés de machines à laver Il y a deux brevets. Il y a deux brevets sur la modularité de la cuve. Voilà, on a cette architecture modulaire. On démonte et remonte énormément de pièces avec des clips. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun besoin d'outils. Et ça nous permet, en plus d'être réparable, d'être facilement évolutif dans le temps. Sur le plan esthétique, vous changez de déco, vous changez les façades extérieures sans avoir à changer l'ensemble du produit. Vous pouvez passer également d'une pose libre, ça veut dire qu'il y a ces façades métalliques, à un pose encastré, ça veut dire intégré dans une cuisine, avec la contreplaquée en bois. Voilà, donc, alors c'est breveté. Donc on prévient tout de suite Whirlpool, Miele, Brandt, c'est pas la peine de copier parce qu'ils vont le démonter votre lave-vaisselle. Ils vont commencer à regarder ce qui s'est passé. Hein, c'est pas Coca-Cola, c'est imitable. Et là c'est breveté. Vous êtes protégé là-dessus quand même. Ou on peut dire que finalement cette technologie elle est dans le domaine public. Non. Il y a deux brevets qui protègent notre solution. Après on verra. Oui, le succès apporte souvent généralement des copies. On essaye de recopier le succès, mais pour le moment, c'est brevet à l'international également. Parce que je me souviens d'un jour, j'avais pris un abonnement chez Darty, un abonnement réparation, enfin je sais pas, ça coûtait 9 € par mois, et je pouvais faire remplacer ce que je voulais, conformément à ce contrat. Et on me dit, oui, votre machine à laver, je crois que c'était une Whirlpool, mais elle a été achetée chez Habitat, donc on peut pas vous la réparer. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai été obligé d'en racheter une autre. Vous voyez, je suis encore furieux. Hein. C'est pour ça que je me permets de le citer, et pourtant on a grand respect pour Darty. Si Darty vient vous trouver, vous pouvez travailler avec eux maintenant, ou vous avez pas besoin? Oui. On a déjà signé des contrats. On a déjà signé plus de 60 000 unités, 60 000 lave-vaisselle avec les principaux grands réseaux de distribution. Bon, d'accord. Donc, les grands réseaux de distribution sont très intéressés parce que ça leur permet d'atteindre une satisfaction cliente très élevée et d'éviter ce coût de la panne. Alors, comment se passe le service après-vente? C'est eux qui s'occupent de la réparation de l'appareil défectueux ou ça repart chez vous à Vannes pour réparation C'est ça. Mais la très grande majorité se fera par les réparateurs de leur réseau. De leur réseau également, qui sont formés à notre technologie et qu'on va former à notre produit. Dites-moi, c'est la ruine de cette filière industrielle. Vous vous rendez compte, si on se met à avoir des appareils réparables, des téléphones réparables, alors les voitures réparables, vous allez me dire, c'est le but des mécaniciens, ils sont contents qu'on arrive une voiture en panne, mais l'obsolescence est quand même un des piliers économiques de la production industrielle des armes de l'électroménager. Si on a des appareils qui durent... Quelle est la durée de vie d'Albert? 10, 15, 20 ans? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui. C'est une catastrophe économique, dites-moi. Non, parce que déjà, il est évolutif. C'est un produit qui peut suivre. On va pouvoir acheter peut-être des modules supplémentaires au fil des années. Donc ça, c'est important. Et avant que ce soit une catastrophe économique, faudrait vendre plus de 1,5 million de lave-vaisselle par an. J'ironisais un petit peu. Voilà. Enfin, je sens des directeurs financiers qui se disent, alors, si ça nous tombe dessus, nous on peut mettre la clé sous la porte, parce que si on vend un lave-vaisselle tous les 20 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise va être évidemment à revoir en totalité. Quand vous dites fabriquer en France, en Bretagne, vous avez les rattachés à cet identitarisme territorial. C'est fait en Bretagne. J'ai reçu un très bon accueil de ce projet par les habitants, les locaux, les élus. Donc ça, c'est précieux quand on développe un projet industriel, s'assurer que toutes les parties prenantes autour de ce projet poussent le projet. Donc ça, c'était top. Et en effet, il y a eu une très belle solidarité. J'ai eu beaucoup de premiers acheteurs bretons pour qui le Made in Braise leur a plu. Mais le peuple breton est très attaché. La Bretagne est une nation très ancienne, quasiment presque antérieure à la France. Les Bretons sont très attachés à leur patrimoine industriel, de tout, même agricole et autres. Et Dieu sait s'ils ont traversé des crises. Et ils ont eu quelques symboles quand même, que ce soit Armorlux ou autre. Ça veut dire qu'il y a quand même des fleurons de notre économie, de l'économie française pour le coup, qui viennent de Bretagne. On y tient beaucoup. Quand vous dites fabriquer en France, la technologie est française, j'allais dire c'est assemblé en France. C'est assemblé en France. Alors tous les matériaux, effectivement, peuvent pas être français, je pense, forcément. Non, c'est ça. Il y a environ 80% des pièces qui sont fabriquées en France, 10%. Oui, c'est énorme. 10% en Europe et 10% dans le reste du monde. Donc oui, on est Made in France, et c'est un super atout en termes de réactivité auprès des clients, que le produit soit fabriqué à quelques kilomètres des centres logistiques.
des grands réseaux de distribution, c'est top. Ever, c'est une PME, c'est une petite et moyenne industrie. C'est une TPE pour le moment. Voilà, combien de salariés? 10 experts ingénieurs et techniciens, voilà, en interne. Et à terme, en se projetant à vendre plus de 140 000 lave-vaisselle par an, on pourrait créer plus de 140 emplois. Là, vous en vendez combien, sans révéler de secret? Pour le moment, on est en phase de pré-commercialisation. Oui. On a signé ces contrats et on va vendre courant 2026. Potentiellement, vous pourriez monter, vous dites à combien? 140 000. Ça, c'est une capacité acquise. C'est une capacité de la ligne d'assemblage qui sera à Vannes. Oui. Et tout serait fabriqué à Vannes et ensuite distribué sur sur toute la France et l'Europe. Il y a aussi la Belgique qui est très intéressée par notre produit. Il y a l'indice de réparabilité. On a été en fer de lance en France sur ce projet et ça va se propager partout en Europe. Et donc cet atout très fort qu'on a en termes d'indice de réparabilité, ça va devenir un atout pour de nombreux pays européens. Albert a plusieurs modèles ou il n'y en a qu'un pour l'instant? Albert pose libre, ça se juge par volume, par capacité. Oui, c'est le 60 cm de largeur, donc c'est le modèle standard qui représente 85% du marché. Et après, chose assez exceptionnelle, on peut choisir des couleurs. On est un des rares lave-vaisselle à pouvoir être pris oui, parce que soit c'est encastré, là c'est pas grave s'il y a de la couleur. Par contre, s'il est, pas isolé, là il y a un ton de couleur. Oui, on a du bleu nuit, on a du terracotta, on a du vert sauge, et donc c'est déco. On apporte de la couleur chez vous. Donc il y a une vertu décorative. Albert apporte une vertu décorative à l'ensemble de la cuisine, et voilà. Et il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué Albert, Ever, non? Très discrètement, c'est très discret, c'est subtil, mais on a un bandeau de commande qui, du premier coup d'œil, quand vous rentrez dans une cuisine, est une signature, et donc vous voyez tout de suite que c'est un Albert et vous en êtes fier. Il accepte toutes les capsules de produits nettoyants, je pense, toutes les lessives, oui. Voilà, les petites pastilles, les tablettes. Voilà. Et donc, si on le prend là, on peut espérer 20 ans avec les petites modifications. Plus de 20 ans. Après, ce qui est important, c'est la maintenance. C'est les joints, c'est sur la lave-vaisselle. De manière générale, sur les lave-vaisselles, c'est les pompes auxquelles il faut faire attention. La pompe d'évacuation qui peut se boucher avec un noyau d'olive, par exemple, et la carte électronique avec une surtension sur le réseau qui peut un noyau d'olive, et en Bretagne, une coquille d'huître éventuellement aussi. Vous savez qu'Albert est réparable. Merci Martin Akpil d'être venu, patron des Verts et Verts, et longue vie à Albert et courage à l'industrie bretonne. Vous restez avec nous parce qu'on va recevoir Charlotte Dornelas et nous allons savoir jusqu'où peut-on accueillir les migrants quand on est un bon chrétien. Merci. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Il est 13h03, vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas et nous allons débattre d'un sujet très important, très sensible et très noble en soi, qui est l'accueil des migrants. On se souvient de la phrase désormais historique du Premier ministre Michel Rocard en 1991. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et on oublie de préciser, même si elle doit faire en sorte de pouvoir le faire. C'est un sujet aujourd'hui qui est au cœur de l'actualité politique, économique, sociale, qui est d'ailleurs, à mon avis, le thème qui va être au cœur de la prochaine campagne présidentielle de 2027. Et l'on voit aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un drame, il y a un lien direct ou indirect avec l'immigration. Et évidemment, lorsque l'on est chrétien, catholique en particulier, on est interpellé puisque le Christ, les Saintes Écritures ont approché ce sujet. C'est un thème ancien d'accueillir l'autre, le voisin, aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi accueillir des migrants. Et nous avons en studio Charlotte Dornelas, on entend sa voix sur Europe 1 et sur CNews, journaliste au Journal du Dimanche. Voilà, donc vous êtes une journaliste qui s'est penchée sur cette question. On va dire franchement, vous êtes d'obédience plutôt de droite, conservatrice. Absolument. Mais ce qui peut intervenir ou pas, ce qui ne change rien à l'humanité dont on peut faire preuve l'approche. Et vous avez donc ce dialogue dans le cadre du couvent des Bernardins, qui est une institution catholique de l'Église. Vous avez échangé dans cet échange passionnant, jusqu'où peut-on accueillir les migrants, avec Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, donc dans le Pas-de-Calais, sur un évêché, un diocèse qui est touché notamment, avec les migrants qui sont à Calais, à Boulogne, à Dunkerque, par cette
cette tragédie des migrants. Alors, Monseigneur Le Borgne n'est pas là. Non. Je ne vais pas le remplacer, je ne prétends pas, je n'ai pas de vertu épiscopale. Je suis petit-neveu d'évêque, neveu d'archevêque. Voilà, j'ai des cousins qui sont dans l'église. Je suis moi-même, j'ai été formé par les jésuites et formaté, je dis même, et c'est très important. Et pour moi, ça reste quelque chose d'essentiel dans ma façon de vivre. Voilà, Charlotte Dornelas, jusqu'où peut-on accueillir les migrants? Vous dites, à un moment donné, il y a un seuil au-delà duquel cet acte de fraternité, cet acte de peut poser problème au bien commun, alors que Monseigneur Le Borgne dit il faut toujours rester fidèle aux principes de l'Église et ouvrir la porte de la maison. Qu'en est-il en réalité? Oui, absolument. Alors, l'histoire, on va dire, de ce qui est devenu un livre, c'était vraiment une volonté du Collège des Bernardins de provoquer un échange sur ce sujet, parce que même au sein de l'Église, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est omniprésent, on va dire, dans notre débat public, et au sein de l'Église, ça fait débat aussi, et ça fait débat notamment sur le terrain, vous disiez, de la charité, en fait, justement. Où et envers qui doit s'exercer cette charité. Alors, je pense que ce qui était intéressant dans ce débat, c'est qu'il y avait une volonté d'avancer sur le sujet, une estime entre nous deux, et une volonté d'avancer sur le sujet. Or, c'est un sujet qui est souvent un peu miné, parce que on considère qu'il y a les gentils, les méchants, d'un côté comme de l'autre, des micros en général. Là, c'était pas le cas, et j'ai trouvé intéressant justement de discuter de cette notion de charité. Envers qui doit-elle s'appliquer? Moi, je pense qu'il y a, et d'ailleurs dans l'enseignement de l'Église, vous le disiez, l'Écriture dit d'accueillir l'autre, elle dit d'accueillir très précisément, et le mot c'est son prochain, et donc de prendre en considération le prochain. Le mot signifie qu'il y a la proximité quand même dedans, et dans l'accueil des migrants, il y a la question justement de la préservation en l'occurrence pour ce qui concerne la France, de l'unité aussi nationale sur le plan culturel, de la préservation d'un minimum de subsistance même économique pour les personnes en France, et puis la question de l'harmonie. Moi, je pense que la première mission du politique, c'est la paix et la justice. S'il y a des sujets qui contreviennent à la paix et à la justice, alors la question doit se poser. Or, l'accueil des migrants, aujourd'hui, qui a été fait et largement fait en France ces dernières années, arrive à un stade où ça bouscule à peu près tous les sujets de notre vie politique. Notre vie politique au sens noble du terme, au sens large du terme. Et donc, moi, je pense qu'il faut se poser la question, non pas en ne prenant en compte que la charité individuelle envers la personne migrante, en l'occurrence, mais c'est pas son identité, la personne qui est en face de soi. Ça, c'est une charité individuelle avec laquelle je n'ai aucun problème. Simplement, le politique se doit de considérer, les masses, entre guillemets, quand elles ont des conséquences culturelles, économiques, ou même identitaire d'ailleurs ces dernières années, et la préservation aussi de l'histoire de la nation. Il y a aussi une théologie des nations dans l'enseignement de l'Église qui n'a jamais rejeté justement ce niveau-là, on va dire, de la vie en commun. Donc moi je pense qu'en effet il faut trouver la limite, ce qui n'empêche jamais la charité individuelle, mais la charité politique s'exerce parfois un peu différemment. Voilà. C'est-à-dire que si la charité et la compassion risquent de porter préjudice à la capacité de s'aimer, au bien commun, et nuire justement à cette façon de vivre ensemble, alors on n'est plus dans la charité, on n'est plus dans la compassion, on passe à un autre sujet. L'Église se penche depuis longtemps sur cette question. Il me semble qu'une des premières encycliques de Jean XXIII, Pacem in Terris, il commence déjà à aborder, parce que les phénomènes commencent à se présenter, et c'est mondial à l'époque, c'est pas spécifiquement européen. Et puis ensuite il fait une constitution qui s'appelle Gaudium et Spes, là aussi il reprécise. Et puis Paul VI, alors là, va encore un peu plus loin, avec Pastoralis Migratorium en 1969. Donc là, on sent bien que l'Église catholique, confrontée à cette réalité, est obligée de prendre position, de rappeler certains fondamentaux de l'Église. L'Évangile est très clair là-dessus. Et pourtant, dans la lecture de l'Évangile, il y a effectivement ce dialogue que vous avez avec Monseigneur Le Borgne. C'est vrai qu'on peut, alors j'allais dire en jésuite, si on prend les formules latines, on peut les interpréter d'une façon ou d'une autre, mais vos deux points de vue sont fondés. Vous n'êtes pas dans une restriction protectionniste de la lecture de l'Évangile, et il n'est pas non plus dans une ouverture totale des portes. Non, c'est vrai qu'il a... moi je reconnais... En fait, je pense que la vraie différence, on va dire, c'est la distinction
distinction que moi je pense absolument nécessaire entre, encore une fois, la charité individuelle et la question quand elle se pose au niveau politique. Parce qu'en effet, les papes se sont penchés quand la question s'est posée vraiment très précisément. Mais même, et d'ailleurs dans le livre, on aborde la question Saint Thomas. Moi j'ai une formation très thomiste. Saint Thomas d'Aquin se penche sur cette question-là, sur les échanges entre... Alors, initialement, il parle des dangers du libre-échange. Saint Thomas, c'est 13e siècle. Donc, mais c'est des textes absolument stupéfiants. Je lis une citation de Saint Thomas. « La fréquentation des étrangers corrompt fortement les mœurs des citoyens, selon l'enseignement d'Aristote dans sa politique, parce qu'il doit nécessairement arriver que des étrangers élevés sous des lois et des coutumes différentes agissent en bien des cas autrement que l'exigent les mœurs des citoyens, de telle sorte que, tandis que les citoyens sont poussés par l'exemple à agir d'une façon semblable, la vie sociale est perturbée. » Ça, c'est du XIIIe siècle. Absolument. Vous voulez dire que les situations se présentaient déjà comme telles à l'époque? Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on réfléchit à partir de la nature humaine, elle n'a pas changé tant que ça, finalement. À travers les siècles, il y a des permanences, on va dire, dans la nécessité de l'homme, notamment celle de l'enracinement et donc celle des mœurs. Non pas par amour des mœurs en eux-mêmes, simplement parce que l'incarnation, et le catholicisme est une religion de l'incarnation, elle ne le rejette évidemment pas, l'incarnation permet précisément d'accéder à l'universel, qui pour l'Église est Dieu. L'universel. Saint Thomas d'Aquin n'est pas du tout un théologien conservateur. Pour l'époque, il est même révolutionnaire. Oui, absolument. Je crois même qu'il dit à un moment donné, à la tyrannie, on a le droit de répondre par la violence. Oui, absolument. Donc il n'est pas soupçonnable, au contraire. Donc s'il prend cette position, c'est qu'il est déjà conscient des dérives qu'il peut y avoir. Exactement. Et c'est d'ailleurs dans la foulée, quand il étudie justement la question de la tyrannie, la question du bon prince, la question même des modèles politiques, il parle de la question de la souveraineté, il parle de la question de la démocratie, c'est-à-dire de la place du peuple dans les décisions. C'est des textes qui sont stupéfiants de modernité. Enfin, vraiment, quand on les lit aujourd'hui, on n'a pas l'impression de plonger dans des archives historiques qui n'ont plus rien à nous dire. Et c'est vrai qu'il aborde la question justement sur le côté quelle est la conséquence de l'immigration pris comme un phénomène qui se pose aux politiques. Donc c'est pas juste une question de personnes individuelles, parce que il y a une chose sur laquelle on s'est entendu évidemment avec Monseigneur Le Borgne, c'est que individuellement les personnes, il évoquait la situation évidemment à Calais, de personnes qui veulent partir pour la plupart d'entre elles en Grande-Bretagne, mais c'est vrai partout ailleurs, individuellement les situations sont absolument toutes compréhensibles, on part pas de chez soi par plaisir, il y a un arrachement qui est douloureux, et c'est des histoires qui sont à la fois compréhensibles et qui individuellement peuvent nous toucher et nous pousser à cet élan du cœur. Simplement à l'échelle d'un pays, et on le voit, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, les conséquences que ça a dans le débat public, ce sont des conséquences, finalement on en arrive à des choses extrêmement charnelles, c'est-à-dire est-ce que nous sommes encore capables de tous manger ensemble ? Est-ce que nous sommes capables de nous habiller de la même manière ? Est-ce que nous sommes capables d'avoir le même rapport au monde, c'est-à-dire par exemple dans l'échange entre les hommes et les femmes, la place de l'un et de l'autre ? Donc c'est des choses extrêmement concrètes qui interrogent notre vie en commun. Ça n'est pas rien sur le terrain politique. Est-ce qu'on peut communier ? Exactement. Et moi, je pense que cette question-là relève profondément de la charité aussi, de la charité que les hommes politiques doivent exercer envers les personnes dont ils ont premièrement la charge, en l'occurrence les Français ou ceux qui vivent régulièrement en France. Et si la question du phénomène migratoire, encore une fois, c'est pas une question de responsabilité individuelle des uns ou des autres ou de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Si le phénomène migratoire met en danger la cohésion, donc l'harmonie, donc la paix et donc la justice dans la société, alors c'est une question à prendre avec énormément de prudence, et je crois que le prendre comme ça ne contrevient absolument pas aux écritures qui, la plupart du temps d'ailleurs, les écritures sont pas un programme politique, parce que j'ai l'habitude de prendre, c'est Laurent Dandrieux, qui est un journaliste avec qui j'ai travaillé à Valeurs Actuelles, qui a écrit culturel, et qui a écrit un livre sur justement l'Église et l'immigration, le grand malaise. Le titre parle de lui-même, et il avait pris un exemple une fois qui m'avait beaucoup marqué. Il m'avait dit écoutez, si les évangiles sont un programme politique, alors il faut payer l'ouvrier de la dernière heure au même prix que l'ouvrier qui a bossé toute la journée. Ça va être un petit peu compliqué d'expliquer ça à tout le monde. Donc les évangiles sont un modèle ou un enseignement, ou même parfois une consigne, le mot est peut-être un peu fort, mais un encouragement à l'exercice des vertus individuellement. C'est-à-dire convertis-toi toi-même dans tes actes, ne manque jamais de charité envers la personne qui est en face de toi, quelle que soit évidemment sa situation administrative, ça va sans dire, mais simplement les questions à l'échelle d'un pays se posent évidemment différemment. On y revient tout de suite, Charlotte Dornelas, jusqu'où peut-on accueillir les migrants ? On en discute avec vous et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tous les jours, rendez-vous midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas et nous recevons Charlotte Dornelas pour Jusqu'où peut-on accueillir les migrants, édité chez Desclés Drebouwer. Surtout appelez-nous parce que beaucoup d'entre vous sont des chrétiens et des catholiques fervents certainement, et vous êtes certainement interpellés par ce sujet déchirant. Vous appelez Sud Radio au 0826 300 300 et Emmanuel Galasso prendra votre appel et nous le transmettra. On serait ravis de débattre avec vous parce que je suis persuadé que vous avez une opinion très précise là-dessus. Charlotte Dornelas, les médias dans ce rôle qui ne sont pas restés neutres. Alors bon, il y a l'Église catholique, il y a la conférence épiscopale qu'on a senti évoluer sur le discours au fur et à mesure de la gravité des sujets. La position de l'Église catholique française aujourd'hui est tranchée là-dessus, ou il y a un débat à l'intérieur de l'Église? Alors, la position de l'Église catholique par le biais de la Conférence des évêques de France est relativement tranchée. On va dire qu'on est sur un discours, globalement, je ne vais pas prendre les évêques individuellement, mais la conférence elle-même a plutôt un discours qui ressemble à celui du pape François. Qui lui-même est évolutif par rapport à ses prédécesseurs. Jean-Paul II avait rapproché la question, bien sûr. Oui. Le pape François va un peu plus loin, il interpelle carrément la société. Absolument, il a été sur un terrain vraiment politique, encore une fois au sens pas partisan mais politique, et il a surtout, on sentait une... alors obsession, le mot est assez péjoratif, mais mondialisation de la méfiance. Voilà, c'est ça exactement. Et puis il a été extrêmement loin. Il a expliqué que la sécurité individuelle des migrants devait primer sur la sécurité nationale. Enfin, des choses qui pour le coup contrevenaient à l'enseignement de l'Église qui est plus... Bon, je vais utiliser le mot prudent, mais qui est plus prudent. Mais il y a, c'est vrai, je reprends le mot de Laurent Dandrieux que je citais tout à l'heure, mais il y a un malaise même chez les prédécesseurs, parce qu'il y a cette illustration, on va dire, Benoît XVI, Jean-Paul II ont tous comparé la figure du migrant à celle du Christ. J'étais seul et vous m'avez visité, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et en même temps, il y a, notamment chez Jean-Paul II, je vous parlais tout à l'heure de la théologie des nations, mais il a parlé de la destinée spirituelle de la nation, de la nécessité de l'enracinement, de la nécessité de préserver même l'identité nationale. Il accordait, Jean-Paul II, dans les textes, il avait écrit un livre qui s'appelait Mémoire et identité, il accordait une valeur spirituelle à l'enracinement et à la préservation de l'identité. Donc vous voyez, il y a toujours un peu cette apparente contradiction que moi je vois pas forcément comme une contradiction, dans la mesure où, en effet, quand le Christ dit « j'étais nu et vous m'avez habillé » ou « j'avais faim et vous m'avez donné à manger », encore une fois, il dit « j'étais là, moi, en face de vous, et moi, quand j'ai une personne en face de moi, je sais que l'exercice de la charité me pousse à lui donner à manger si elle a faim. » C'est pas une question, encore une fois, de gestion, on va dire, du peuplement d'une nation, avec ses conséquences, encore une fois, culturelles, économiques, on le voit notamment ces derniers temps. Donc évidemment que l'immigration n'explique pas tout, ni les problèmes, ni les bienfaits de la société, mais pour répondre à votre question sur au-delà des évêques, oui, vous disiez, pardon, je suis un peu décousu, mais vous disiez les évêques ont évolué un peu. Il est vrai que je trouve, en tout cas, la conférence des évêques de France. Ensuite, chaque évêque a sa position personnelle, c'est son droit. Mais il y a eu une évolution, je pense, dans la prudence, dans la manière d'aborder ce sujet. Il y a pendant des années, on a dit l'immigration est une chance, vous parliez des médias, c'était un peu cette rhétorique, et bon, circuler, il n'y a rien à voir, c'est bien d'accueillir les gens. Simplement, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, il y a d'abord les conséquences de l'immigration se posent à la société, quoi qu'on en pense, il y a des conséquences évidemment à cette immigration qui occupe nos débats tous les jours, et il y a aussi, je pense, un fossé qui s'est creusé. Vous savez, on parle beaucoup du fossé entre les élites et le peuple. Et ben c'est vrai un peu aussi dans l'Église. Il y a eu un fossé entre beaucoup, on va dire, de catholiques pratiquants qui ont interpellé leurs évêques en disant mais il y a une chose que vous oubliez de signifier dans votre discours sur l'immigration, c'est qu'il n'y a pas simplement des personnes du côté des migrants. Il y a aussi des personnes qui composent le peuple accueillant, on va dire le peuple français, et que cette immigration a des conséquences et que parfois elles sont perçues et reconnues comme négatives pour ces personnes-là qui, elles aussi, ont le droit d'accès à la charité, à la considération, à la sécurité et à la préservation de ce qu'elles sont. Donc il y a un peu une évolution là-dessus et il y a aussi une différence générationnelle, mais là c'est vrai aussi dans tout le pays. On voit des jeunes prêtres qui prennent beaucoup plus en considération justement les inquiétudes, les angoisses de la population française, beaucoup plus que leurs aînés pour qui la question de l'immigration se posait différemment. Alors on y vient justement. On suppose que le clergé, le français, la France est la fille de l'Église,
donc il y a une longue histoire, et le rôle du clergé, malgré la pragmatique sanction de Bourges, qui stipule que le pouvoir séculier doit être séparé du pouvoir spirituel, le rôle de l'Église est là, séparation de l'Église et d'État en 1905. Il y a un clergé, on va dire, progressiste, un clergé conservateur, sans dire un clergé de gauche, un clergé de droite. On a eu quelques grands pélats quand même à la tête de l'épiscopat français, Monseigneur Ducourtrai, le cardinal Lustiger, Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, qui sont positionnés, qui étaient plutôt sur une position d'ouverture, de tolérance, de fraternité, de générosité, et puis des évêques confrontés quelquefois à des situations plus concrètes qui plus discrètement disaient oui, mais il y a une limite auquel on peut pas franchir, parce qu'on va sortir des limites du christianisme et on va engendrer une animosité qui est contraire aux préceptes de l'Évangile. Où est le juste milieu quand on est un chrétien? Alors, est-ce qu'il faut parler en tant que chrétien, j'allais dire, universel, ou est-ce que le catholicisme a une lecture plus précise là-dessus par rapport à des protestants qui vont être peut-être plus ouverts, ou des orthodoxes au contraire qui vont être, le clége orthodoxe est très 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 strict là-dessus. Plus protecteur. Mais je pense que justement cette question de l'universalité qui se pose d'ailleurs dans notre rapport comment dire, dans notre discours, notre philosophie républicaine, on parle beaucoup d'universalisme des valeurs. Dans la religion catholique, il y a la question de l'universalité, elle est en Dieu. C'est-à-dire, si je résume assez simplement, tous les hommes, si je parle avec le langage de l'Église, on va dire, tous les hommes, parce qu'ils sont hommes, sont des enfants de Dieu. Donc ils ont une égale dignité dans leur nature humaine, évidemment, vis-à-vis de Dieu, et donc la charité venant de Dieu et s'exerçant envers les autres, ils méritent la charité de la même manière. Ça, c'est entendu. Mais cette universalité est en Dieu. C'est aussi une religion de l'incarnation. Quand Dieu envoie son Fils Jésus, et là je parle encore une fois dans le giron, on va dire, de l'Église, quand Dieu envoie son Fils, il l'incarne dans un pays, avec une langue. Quand dans les apparitions, par exemple, de la Sainte Vierge, moi ça m'a toujours frappé, et depuis très longtemps, la Sainte Vierge apparaît vêtue des costumes traditionnels, elle s'adresse aux enfants ou aux personnes à qui elle apparaît dans leur langue natale, ou même le patois parfois local. Donc il n'y a absolument aucun rejet de l'incarnation. Pourquoi ? Parce que par l'incarnation, on accède précisément à Dieu, de la même manière qu'un enfant découvre ce qu'est l'amour par l'amour de sa mère, dans la plupart des cas. Si ce n'est qu'il envoie son fils qui est pauvre, c'est un fils de charpentier. Bien sûr. Il naît dans une étable, dans une crèche à Bethléem au moment d'un recensement, et tout son ministère au Christ est dans la pauvreté, dans le dénuement. Il se fâche contre les marchands du temple. Voilà, il dit aux jeunes mariés, abandonne tous tes biens, et surtout, et c'est ce qui va lui valoir sa crucifixion, il dit aux Juifs, nous n'avons pas le monopole de la bonne nouvelle, de la parole divine. Au contraire, ça appartient à toute l'humanité. Nous sommes tous frères. Aimez-vous les uns les autres, voire tendez la joue gauche quand on vous a donné une gifle sur la joue droite. Donc effectivement, il y a aussi dans les principes de l'Évangile, j'allais dire une tendance plutôt à l'ouverture, et on sent que saint Paul, quand il réinterprète les Évangiles, qui n'a pas connu le Christ, il les rend conformes, j'allais dire, au droit romain, à la puissance romaine, et d'ailleurs ça va aboutir puisque l'empereur Constantin fera du christianisme la religion officielle, mais entre le texte de l'Évangile initial, fondamental du Christ, qui est très progressiste, certains marxistes vous disent on s'est inspiré de la parole du Christ pour ils ont simplement oublié de mettre Dieu dans l'équation. Et puis ce même texte va servir quelque part à l'Inquisition et aux exactions de l'Église catholique, jusqu'à la plus grande tragédie qui est la guerre des religions, où appartient le même texte. Donc voilà, si c'est le Christ pur, on a plutôt tendance à ouvrir la porte de la maison. Oui, mais encore une fois, ouvrir la porte de la maison, vous avez remarqué que tous les gens qui prônent l'accueil, en général d'ailleurs, n'ouvrent pas la porte de leur maison, déjà pour commencer. C'est vrai. Donc la charité ne s'exerce pas à ses propres dépens, entre guillemets, parce que dans la charité, il y a quelque chose qui est donné et donc quelque chose qui est perdu pour le bien de l'autre. En l'occurrence, c'est pas exactement comme ça qu'elle est exercée ces derniers temps. Et par ailleurs, je regrette justement que sur le sujet de l'immigration en particulier, la pauvreté, qui est extrêmement importante dans l'Évangile, ne soit associée qu'à cette question de l'immigration. Parce que, par exemple, il y a un autre passage de l'Évangile qui dit il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille. Tout à fait. Donc moi, je pense que la pauvreté qui permet d'accéder à Dieu, donc qui permet de purifier son cœur et donc d'être bon envers Dieu, mais donc avec les autres,
est vraiment un message qui s'adresse à tous. Ça n'est pas qu'une question d'argent. Il y a bien sûr, vous avez raison, il est né dans une crèche et non pas dans un palais plein de dorures pour signifier qu'il était venu en effet pour tous et que on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Chantal Dornelas, on va y revenir. Il y a Patrick qui va nous appeler qu'on va prendre après une petite pause et on va continuer ce débat passionnant sur voilà la signification sociale, j'allais dire de la doctrine sociale de l'Église. N'oublions pas que la tunique qu'il avait sur son corps quand il a été crucifié ne lui appartenait pas. Exactement. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h32 avec Perico Légas et nous recevons Charlotte Dornelas avec laquelle nous réfléchissons sur le point de savoir si un chrétien doit ouvrir sa porte de sa maison en permanence ou si à un moment donné l'accueil des migrants peut créer une souffrance ou un déséquilibre contraire au bien commun. Nous sommes en ligne avec Patrick qui nous appelle de Paris. Bonjour Patrick. Bonjour. C'est un thème qui vous interpelle ? Oui, tout à fait, parce que, je dirais presque en illustration de la fameuse parole là, de Chesterton qui disait que le monde contemporain, enfin moderne, était plein de vertus chrétiennes devenues folles. On peut se demander à quel moment, notamment en France, on a considéré que on pouvait accueillir des gens de toute civilisation, de toute religion, au point qu'à un moment donné, on peut se poser la question si la France serait encore la France, si on était à la moitié, avec une population à moitié ou aux 3/4 musulmane, par exemple, ce qui risque de nous arriver dans 20 ou 30 ans. Et donc à partir de quel moment on mélange pas les cartes et les concepts avec en mélangeant, je dirais, l'humanisme et le racisme, l'identité et l'exclusion de l'autre. Enfin bon, à un moment donné, on perd un peu la tête, je crois. Chantal Dornelas, qu'est-ce qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et que rendre à César de ce qui lui appartient ? C'est intéressant. Bonjour monsieur. C'est intéressant parce que en effet, il y a la question de au nom de quoi accueillons-nous et qu'est-ce qu'on donne aux personnes que l'on accueille. Si on prend le mot accueil au sérieux, ça nécessite une implication d'accueillir. Et on voit en effet dans le discours que nous ne préservons pas les raisons pour lesquelles nous voulons accueillir. On dit mais ce sont nos valeurs, par exemple. On dit en permanence ce sont nos valeurs, l'accueil ce sont nos valeurs. Et donc on va sur ce terrain-là et on dit aux personnes qui arrivent, vous pouvez rester tel que vous êtes puisque votre différence, notamment sur le terrain culturel, est une richesse pour nous. Mais donc quand vous accueillez beaucoup de gens, cette richesse devient une vraie donnée dans votre vie sociale et on le voit quand on parle de séparatisme, quand on parle de gens qui vivent différemment, c'est exactement ce que l'on dit. Il y a des sociétés de civilisation étrangère qui se reconstituent ici. Il n'y a pas de jugement moral ni de jugement de valeur. Charlotte Dornelas, c'est au nom des valeurs universelles de la République, les déclarations des droits de l'homme qui sont d'obédience chrétienne. On peut pas dire le. Oui, sans Dieu. Donc moi, ça me pose toujours un problème. Oui, mais enfin ces valeurs-là. Oui, mais justement, je reprends. Les mots de la déclaration des droits de l'homme, ils sont en partie dans l'Évangile. On n'a pas entendu les droits de l'homme pour les... Oui, mais ça fait une petite différence de dire que vous exercez la charité en votre nom propre, au nom de votre humanisme ou au nom de la vraie source de l'amour qui est Dieu. Ça fait une différence, on va dire, dans l'organisation et surtout dans la limite. Quand je dis les droits de l'homme sont une version, en effet, du christianisme sans Dieu, mais c'est ce que citait monsieur avec Chesterton, c'est les vertus chrétiennes devenues folles, à force d'être déliées. Et c'est important dans cette phrase, à force d'être déliées, mais elles ne sont plus déliées parce qu'elles n'ont plus de principe ordonnateur, ces vertus. Si je suis le maître de la définition que je donne à l'humanisme, aux vertus, et si je suis le principe de la charité que j'exerce, ou de la solidarité pour reprendre un mot plus moderne, si je suis moi-même le vecteur et le principe de cette charité, alors il n'y a plus de limite. Et c'est là où nous peinons à trouver la limite. Si je reconnais que je ne suis qu'un homme, on va dire, dans un ordonnancement où Dieu est au-dessus de moi, en tout cas il y a quelque chose au-dessus de moi, alors je sais que j'ai des limites. Et j'ai des limites, par exemple, dans la préservation de l'harmonie et de la paix. Mais on ne peut pas reconnaître le droit aux personnes qui arrivent d'être ce qu'elles sont parce que c'est important. On nous dit c'est une telle violence de réclamer l'assimilation parce qu'ils ont le droit de préserver leur identité, mais nous ne prenons pas en compte le fait que le nombre risque de déstabiliser notre propre identité au nom de laquelle nous sommes censés accueillir. Il y a quelque chose d'extrêmement contradictoire en effet. Pour autant, Charlotte Dornelas, je veux mettre les pieds dans le bénitier. Est-ce que l'Église catholique,
pas le christianisme. Est-ce que l'Église catholique a toujours pris soin de condamner, de dénoncer, de s'opposer aux phénomènes qui ont conduit à cette migration, à cet enrichissement? Les marchands du temple ont pris possession du monde. La mondialisation, c'est les marchands du temple généralisés. Ils ont engendré ces grands mouvements migratoires, créé de la détresse et de la souffrance, qui fait que les pauvres viennent dans les endroits où ils vont avoir la sensation de pouvoir subvenir à leurs besoins et de survivre. Même si parmi ces pauvres, il y a des gens qui n'ont rien de chrétien et qui conchient l'Église, le christianisme. Absolument. Pour autant, voilà, est-ce que l'Église a toujours joué son rôle, ou est-ce qu'elle s'est quelquefois trouvée du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté des riches, du côté des puissants, qui ont créé ces déséquilibres et ces souffrances sur la planète? Oui, bien sûr, c'est arrivé. Je tempérerai, on va dire, ce procès en disant que l'Église s'est aussi beaucoup impliquée, notamment par le biais de missionnaires, et c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs, par le biais des communautés religieuses qui s'occupent des plus pauvres, parmi les plus pauvres, dans les pays les plus pauvres du monde. Vous disiez que j'étais jésuite, que le film Mission est dit bien que l'Église était du côté des pauvres, et que ce sont d'autres chrétiens qui l'auront tiré dessus, parce qu'ils étaient en dissidence par rapport aux intérêts de l'État. Et il y a par ailleurs la question de l'enseignement et la question de l'Église en tant qu'institution avec son enseignement, et donc l'Église sainte. Et puis il y a l'Église qui est faite d'hommes, qui est faite de décisions qui parfois sont mauvaises, et qui est faite en effet de chrétiens qui étaient parfois des deux côtés du fusil. Et on a vu, vous avez parlé tout à l'heure des affrontements entre religions, mais il y a malheureusement des affrontements entre chrétiens qui existent et qui jalonnent l'histoire de l'humanité, bien sûr. Donc qu'il y ait des choix qui soient mauvais, qu'il y ait des erreurs qui soient faites sur le terrain politique, il n'y a absolument aucun doute. Maintenant, la question, c'est aussi, elle se pose par rapport à aujourd'hui, les gens qui peuplent la France aujourd'hui, la population française aujourd'hui, est-ce qu'elle doit voir le phénomène de la migration que comme une conséquence des mauvais choix de ses aînés? Je pense que ça participe aussi d'un discours qui est imposé aujourd'hui, alors c'est vrai en Occident de manière générale, mais particulièrement en France, où on se dit, dans votre histoire, nous allons retenir que ce qu'il y a de mauvais à retenir, c'est-à-dire, bon, c'est toute la question de la repentance, mais notamment sur ce terrain-là. Même la migration est une conséquence des mauvais choix qu'ont fait vos aînés. Donc vos aînés, il n'y a rien à préserver, sauf ce qui est mal, et donc vous devez en assumer les conséquences. Je pense que c'est une réduction très clair de l'histoire, que l'Occident a fait des bêtises, et l'Église avec lui parfois. Il a aussi apporté beaucoup de choses bonnes. Il a aussi eu, et la France en particulier d'ailleurs par rapport à d'autres pays d'Occident, il a eu aussi la volonté justement de préserver les peuples. Et à l'époque, quand les missionnaires sont envoyés, c'est le pape, c'est Alexandre VII si je dis pas de bêtises, quand il envoie les missionnaires, il leur dit: n'apportez pas vos pays, n'apportez pas vos cultures, apportez la foi. Je dis pas que ça s'est toujours fait comme ça. Je dis simplement que dans l'enseignement, non mais c'est important, c'est exactement comme l'histoire de la pédophilie, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais quand aujourd'hui la purge nécessaire sur la question de la pédophilie dans l'Église n'empêche pas de remarquer que jamais l'enseignement de l'Église, ni d'aucun pape, n'a prôné ou n'a relativisé le drame et le péché qu'est la pédophilie. Donc ce sont deux choses différentes. Il y a des hommes qui se comportent extrêmement mal, notamment des hommes d'Église, là en l'occurrence de manière criminelle, mais il y a un enseignement de l'Église qui est différent. Or, cette préoccupation pour les personnes, quelles qu'elles soient, a toujours été le cœur et le fondement, évidemment, de l'enseignement de l'Église. Donc oui, bien sûr, je ne conteste absolument pas ce que vous faites remarquer, simplement je pense que c'est une lecture qui ne peut pas servir à expliquer que désormais, en gros, faut payer pour ce qui a été fait de mal. Voilà, vous dites pas d'expiation, le mea culpa existe, la confession existe, reconnaître ses torts. Et la confession est personnelle. Et personnelle, voilà, mais reconnaître ses torts au nom des valeurs d'évangile, quand on estime qu'on a dévié et qu'on a péché même, voilà, et qu'on a trahi l'enseignement de la parole du Christ est une réalité. Pour autant, mettre en péril l'équilibre d'une société et en faisant croire à des gens qu'on va les rendre heureux en les faisant venir ici, ce n'est pas conforme aux valeurs de l'Évangile non plus, c'est les tromper. C'est satisfaire une idéologie. Exactement. Voilà. Et le contradiction de la France insoumise, c'est quand ils disent faut ouvrir les ports de la France, nous, pays capitalistes, opulents, riches, ouvrons les ports de la France à la misère du monde, tout en disant à la phrase d'avant, on fait venir les immigrés pour les exploiter parce que c'est une main-d'œuvre pas chère. Exactement. Elle est où la vérité? Oui, absolument. Bah là, il y a une contradiction qui est en effet stupéfiante. D'ailleurs, le patronat avait précédé la France insoumise dans son discours. C'est assez original comme succession, mais c'est quand même la stricte vérité de ce qui s'est passé, on va dire, dans la défense acharnée de cette immigration. Et là, sur le terrain, évidemment, de l'économie, c'est assez stupéfiant. Et moi, ça me fascine. Enfin, ça me fascine, ça me fait de la peine, hein, mais il y a un côté fascinant de voir en effet des personnes qui souvent s'étiquettent elles-mêmes, enfin se revendiquent de gauche, arriver sur les
épatant en disant mais il y a les fameux métiers en tension, il y a des travaux que les fameux travaux que les Français ne veulent pas faire, et on se dit mais jamais vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que ces travaux peinaient à trouver des vocations, pourquoi est-ce que le rapport au travail précisément était dans certains domaines d'activité aussi problématique, et vous vous êtes dit bon, on va faire venir des esclaves qui vont accepter ces métiers-là, qui vont rester, puis au bout de quelques années qui vont vouloir eux aussi changer, parce qu'en réalité les conditions d'exercice du travail ne sont pas dignes. Bon, cette question n'est jamais venue à l'esprit de personne apparemment. Je trouve ça assez stupéfiant qu'on finisse par se dire c'est pas grave, on va en faire venir d'autres, ils sont pas pénibles quand ils arrivent, ils demandent rien. C'est une manière de concevoir la fameuse dignité des personnes que l'on est censé accueillir de manière très originale, me semble-t-il. Et je n'y vois pas une immense charité. Pour tout dire, et pour reprendre votre exemple de la confession, qui est très belle. En effet, la confession, je disais, elle est personnelle, parce que souvent on a tendance à s'excuser pour le voisin. On a toujours plus de mal à demander pardon pour ses propres fautes. Mais la confession, elle a pour but de dire, vous demandez pardon, et derrière on vous promet la rédemption. Va en paix, et ne pêche plus, certes, mais va en paix. Tu as demandé pardon, va en paix, et poursuis le bien. Et là, aujourd'hui, on se dit, quand on doit reconnaître les fautes, souvent on reconnaît les fautes de l'autre, ou de l'autre qui nous a précédés, ou de l'autre qui est à côté de nous. On voit la paille, mais on voit pas sa poutre. Exactement. Et on s'excuse pour les fautes de l'autre en se disant finalement j'ai demandé pardon, mais du coup je vais provoquer mon suicide. Mais c'est pas du tout le sens de la confession initiale, et je pense que ça n'est pas exactement la définition de l'espérance. Donc il y a un moment où il faut reconnaître simplement, et je pense que c'est d'ailleurs le vrai sujet de ce débat, je pense qu'il faut accepter que nous avons des limites. Moi aussi, je vous disais tout à l'heure à l'intermède que je rêverais de pouvoir sauver le monde. J'en rêverais. Simplement, j'ai conscience de mes limites, et j'ai conscience même des limites nationales. C'est-à-dire, à l'échelle de mon pays, c'est impossible de sauver le monde tel qu'il est aujourd'hui, de sauver les personnes individuellement, en préservant un système économique qui ne soit pas totalement une exploitation abusive des personnes, de préserver une harmonie culturelle qui ne soit pas une manière que nous ne soyons plus que des particules déliées les unes des autres. Et pour revenir à la question de la pauvreté, je refais le lien avec tout à l'heure. Mais vous savez, on dit souvent qu'en effet, pour les plus pauvres, l'appartenance à la nation, et donc l'appartenance nationale, est la vraie richesse. Pourquoi ? Parce que ça permet un enracinement et une appartenance. Alors, donc, Charlotte Dornelas, on va venir au sujet, l'application de ce débat chrétien dans la vie politique française avec ses conséquences électorales. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300 où Emmanuel Galasso vous recevra avec grande attention, et on poursuit ce débat passionnant qui synthétise, j'allais dire, toutes les souffrances de la société française. À tout de suite. La France dans tous ses états. Jusqu'où peut-on accueillir les migrants ? C'est la question que se pose Charlotte Dornelas avec Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, dans un ouvrage édité chez Desclés de Brouvert. Voilà, comment les chrétiens doivent-ils approcher la question de l'immigration ? On est au cœur du sujet. Charlotte Dornelas, prodigieuse encyclique Rerum Novarum de Léon XIII en 1891, qui voit arriver le marxisme, se rend compte peut-être que l'Église n'a pas toujours été du côté des pauvres comme il le fallait, et qu'il faut faire un sursaut. Aujourd'hui, on est dans une réalité politique en France, une réalité électorale. Les partis d'extrême droite qui étaient considérés, alors jamais anti-chrétiens, mais qui étaient plutôt du côté de la tension, de la dénonciation de l'étranger, sont aujourd'hui plébiscités électoralement, selon un sondage de l'IFOP que vous mentionnez dans le livre. 42% des catholiques ont plutôt tendance à voter pour des partis Rassemblement National ou cette mouvance avec Zemmour. Comment s'est faite cette évolution politique dans la mentalité des chrétiens, qui ont peut-être compris que c'était plutôt du côté de ces partis-là que les valeurs chrétiennes étaient défendues, et pas tellement dans les partis de gauche qui sont censés être plus évangélistes. C'est un immense paradoxe philosophique au cœur de la société française. Mais c'est vrai que je pense que la question de la pauvreté est une question qui, moi, me passionne, parce que d'abord, il y a différentes sortes de pauvreté. On connaît tous, on a déjà rencontré des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui nous semblent très pauvres. Et les pauvres et les ouvriers votent à droite aussi. Non seulement les chrétiens, mais en plus l'ancien électorat socialiste communiste vote aussi pour l'Assemblée nationale. Et je pense qu'est-ce qui s'est passé là ? Je pense qu'il y a, outre la question du domaine social et du domaine économique, parce que le Rassemblement national a un discours là-dessus qui est audible par beaucoup de ces personnes-là, de considération, on va dire, justement de la réalité économique, et parfois vraiment difficile d'une
une large partie de leur électorat qui autrefois votait à gauche. On est très loin du sauver la France au nom du Sacré-Cœur que chantait l'église catholique sur le maréchal Pétain. C'était quand même l'église catholique. Elle n'était peut-être pas du beau côté du manche à ce moment-là. Non, mais l'évolution est très nette. Oui, il y avait tellement de gens du mauvais que. mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la considération politique des conséquences de l'immigration, c'est toujours plus difficile sur le terrain politique de prévenir que de constater. Or, je pense que les discours précédents qui prévenaient, ou en tout cas qui voulaient prévenir des conséquences qu'il fallait prendre en compte d'une immigration importante, étaient assez peu audibles, mais d'ailleurs par pas grand monde. Aujourd'hui, on a des débats qui sont sans cesse, et encore une fois, quoi qu'on en pense, personne ne peut nier que ça occupe énormément de notre temps. Ensuite, c'est ajouté, et ça c'est plus récent, la question de l'islam, évidemment, dans cette immigration. Et je pense qu'il y a la question de l'islamisme, pour le coup, qui taraude, on va dire, une partie de cette immigration islamique, est importante. Dont les tenants haïssent profondément le christianisme. Ah oui, ça c'est sûr, c'est peu de le dire. Il faut les recevoir quand même. On tend la joue gauche, là, vous êtes d'accord? Oui, non mais justement, là il y a la question aussi de la prudence et de savoir pourquoi on accueille. Et je pense d'ailleurs que cette mouvance, ce mouvement, on va dire, électoral vers le Rassemblement national et vers d'autres, est très intéressant à analyser dans le détail sur la question migratoire qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que même sur la question de l'immigration et sur la question des conséquences de l'immigration, quand vous détaillez dans tous les partis, même à gauche et même à l'extrême gauche, la gauche radicale, appelons-la comme on veut, même là, il y a une forte partie de l'électorat, voire majoritaire, qui dit attention. Attention. Mais pourquoi ? Parce que si on accueille au nom de valeurs que l'importance de l'immigration risque de chambouler, c'est-à-dire que demain, je reprends votre auditeur tout à l'heure, qui disait, mais si dans 30 ans, il y a une majorité de la population qui se revendique islamique, et donc avec d'autres mœurs, avec d'autres modes de vie, on va dire une majorité de la population musulmane. Si c'est ça, mais alors les valeurs, la manière d'être au monde ne sont plus les mêmes. Donc nous aurons accueilli au nom de valeurs qui auront donc disparu par le biais de notre accueil. Pourtant c'est le même Dieu en principe. Que voulons-nous ? Moi je pense, alors là c'est sur le terrain de la foi. C'est une autre lecture bien entendu, oui. Le Coran n'est pas l'évangile, c'est pourtant un monothéisme. Est-ce que le monothéisme ne conduit pas quelque part, comme c'est une religion révélée, et le christianisme en est une, est-ce qu'on n'a pas tendance à dire j'ai la vérité avec moi? Au contraire, les polythéistes qui étaient assez tolérants, on pouvait prier tous les dieux qu'on voulait dans Rome, c'était un petit peu la pagaille théologique. Et là, le fait de dire c'est moi qui ai la vérité incarnée, le christianisme l'a utilisé, ce sens de la vérité absolue. Et si tu ne crois pas à mon Dieu, je t'élimine. Absolument. Simplement, je pense que la différence, c'est qu'on a tendance à dire c'est les religions du livre. Le catholicisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion d'une personne. Il y a l'incarnation. Sur un texte quand même. Sur un texte bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que l'exemple, c'est l'imitation de Jésus-Christ, quoi. C'est pas les textes à la lettre, c'est pas une religion littéraliste. D'ailleurs c'est pour ça que ces débats sont possibles et que personne ne peut-être 5 avec et qu'il n'y a pas de menace d'excommunication sur des désaccords politiques ou d'interprétation. Ce qui est en tout cas aujourd'hui, ce qui est quand même important, et ce qui fait aussi une différence, c'est précisément cette incarnation, et donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de différence totale entre le ciel et la terre. Il y a un trait d'union qu'il faut trouver, et il y a simplement, moi ce que je crains, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on aborde, c'est l'eschatologie terrestre, c'est-à-dire finalement on va chercher le royaume de Dieu ici, et alors là on ne prend pas en compte nos limites. Dieu n'a pas de limites, et pour répondre à votre question de la vérité, moi je pense pas détenir la vérité. En revanche, ma foi me pousse à dire que la vérité est une, et qu'elle est Dieu. Et qu'elle est amour. Et qu'elle est amour, évidemment. Voilà, n'oublions pas. Ce sont deux choses différentes que de dire je crois du verbe croire vraiment. Donc sur le terrain de la foi, je crois que la vérité est Dieu, que Dieu est la vérité, donc qu'elle existe et qu'elle est une, mais elle est extérieure à moi. Donc je l'approche en parlant, j'essaye avec vous ce matin, avec Monseigneur Le Borgne dans ce livre, avec tous les gens que je croise, j'essaye avec nos intelligences, nos cœurs, nos volontés respectives, d'approcher de cette vérité. Donc je ne dis pas que je la détiens, je dis qu'elle existe et qu'elle est une,
et qu'elle n'est pas relative. C'est ça qui m'oppose au relativisme. En revanche, il y a évidemment, et c'est tous les fanatismes d'ailleurs, et c'est évidemment la question de l'islamisme aujourd'hui, il y a des gens qui pensent détenir, eux, la vérité, et donc leur interprétation pousse à tuer la personne qui est en face. C'est ça, évidemment, la menace aujourd'hui. Par essence, même si beaucoup de chrétiens et de prélats n'ont pas respecté ce principe, c'est une des premières des valeurs. Oui, dans la compassion et dans la charité, absolument. La tolérance est fondamentale. Mais là, encore une fois, la définition de la tolérance est importante, puisque dans la continuité, les mots ont un peu perdu leur sens. L'Église catholique demande de tolérer, plus que de tolérer, d'aimer, puisqu'on tolère un mal la plupart du temps. Donc l'Église demande d'aimer les personnes, tout en ne tolérant pas les actes. Pourquoi cette distinction est importante? Quand on dit cet acte-là est intrinsèquement mauvais, la personne n'est pas mauvaise. L'acte qu'elle pose peut l'être intrinsèquement, et nous le disons précisément par charité. Parce que je vous aime, je vous dis que l'acte que vous posez est mauvais pour vous et pour les autres éventuellement. Donc c'est une différence qui est importante, et on peut en effet poser des actes mauvais mais avoir toujours de la considération pour les personnes, et je pense que cette distinction n'est pas seulement importante, elle est absolument nécessaire, et on la perd parfois ces derniers temps. Jusqu'où peut-on accueillir les migrants? C'est un dialogue entre Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, et Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, dans un ouvrage publié par Desclés de Brouwer, où les chrétiens pourront trouver les éléments de réflexion et quelque part même, j'allais dire, de décision à prendre dans sa vie quotidienne par rapport au problème de l'immigration en France qui divise et qui déchire notre société. Voilà, vous êtes sur Sud Radio, vous êtes toujours, vous allez retrouver Brigitte Lahaie qui va pas nous parler de migrants, mais va quand même nous parler d'amour et de fraternité. Et moi je vous dis rendez-vous à demain midi, et je remercie Julien Delmas pour la qualité des sons qu'il nous a émis, Emmanuel Galasso qui a reçu nos auditeurs, et mon infirmière Maude Koffler qui m'a pas fait matisal, mais qui veille sur moi comme une mère. Voilà. Et on vous retrouve tous demain. On est ravis de vous accueillir. Bonne nuit, Perico. Et là, on vous laisse dans les bras de la belle Brigitte Lahaie pour des émois sensoriels sans limite. Mes frères, allez en paix dans la paix du Seigneur. La messe est dite.